Qui parmi vous aime ses clients? Je vois qu'il y a quelques mains qui se lèvent, mais pour être honnête, je pensais qu'il y en aurait plus. Alors, pour ceux qui ont levé la main, l'inverse n'est pas vrai. Nos clients ne nous aiment pas. Il y a environ 3 ans de ça, j'ai eu l'occasion de travailler avec un dirigeant que je salue, puisqu'en plus il est dans la salle, sur une conférence qu'il voulait faire sur le salon Batimat. Et pendant qu'on travaillait avec son équipe, à un moment donné, quelqu'un a lancé « De toute façon, les clients, ils sont jamais contents, ils trouvent qu'on s'occupe jamais assez bien d'eux. » Alors moi, ça m'a interpellé. J'ai posé la question à cette personne, je lui ai dit « Mais toi, en tant que fabricant, en tant qu'industriel, c'est important pour toi le client ?» Bah, bien sûr, c'est important pour moi le client. Alors du coup, je lui ai posé la question autrement. Je lui ai dit « Mais toi, en tant qu'individu, en tant que personne, est-ce que tu te sens toujours suffisamment considéré par les fabricants ?» Et là, la réponse a été plutôt non. Alors, on a fait un petit tour de table et on s'est rendu compte que les 5-6 personnes qui étaient dans cette salle avaient le même avis. Face à ce paradoxe, qui est qu'en tant qu'industriel, évidemment, le client est important, et en tant qu'individu, bah, finalement, on a parfois le sentiment que les marques s'intéressent davantage à leurs profits qu'à leurs clients, on s'est posé la question de savoir si c'était juste une vision isolée d'un petit groupe de travail dans une salle, ou si on pouvait élargir cette vision. Et du coup, on s'est dit, ben, on va aller demander aux gens ce qu'ils en pensent. Et ça a donné ce petit clip vidéo. Oh, pardon. Non, en tant que professionnel, est-ce que le client est important pour vous? Oui. En tant que client, vous sentez-vous toujours considéré par les fabricants? Non. En tant que professionnel, est-ce que le client est important pour vous? Oui. En tant que client, vous sentez-vous toujours considéré par les fabricants? Non. En tant que professionnel, est-ce que le client est important pour vous? Bien sûr, oui. En tant que client, vous sentez-vous toujours considéré par les fabricants? Pas toujours. Le client est important pour vous? Bien sûr. Vous sentez-vous toujours considéré par les fabricants? Non. Est-ce que le client est important pour vous? Oui. Vous sentez-vous toujours considéré par les fabricants? Non. Oui, le client est important. Vous sentez-vous toujours considéré par les fabricants? Pas toujours, non. Est-ce que le client est important pour vous? Oui, c'est primordial. Vous sentez-vous toujours considéré par les fabricants? Non. Alors, on peut dire qu'on aime nos clients, mais visiblement, ils ne le savent pas. Alors, soit on ment, soit on les aime mal. Moi, je pencherais davantage pour la deuxième solution. Je crois qu'on ne sait pas les aimer, je crois qu'on ne sait pas leur parler de la façon qu'ils aimeraient qu'on le fasse. Alors, en poussant la réflexion sur ce sujet, ça m'a renvoyé à une anecdote que j'ai vécue personnellement il y a une vingtaine d'années quand je démarrais dans la vie active. J'étais alors jeune commercial dans une entreprise de nautisme. Alors je vous rappelle, il y a 20 ans, le truc moderne, c'était encore le Minitel et le fax. Et là, je reçois un coup de téléphone d'un client qui me passe une commande. Donc je décroche. Oui, bonjour Monsieur Gargoulot, merci pour votre commande, c'est très aimable à vous. Auriez-vous la gentillesse de me la passer par fax? À la réaction de Monsieur Gargoulot, je réalisais un peu violemment que j'étais devenu finalement assez couillon pour considérer que la procédure avait plus d'importance que mon client. Aujourd'hui, je crois que plus que jamais, les procédures, les normes, les règles, elles sont au cœur de nos organisations, elles se sont immiscées partout, y compris dans les relations humaines. Nous optimisons, nous rentabilisons, nous maximisons, bien sûr nous contrôlons. Alors c'est sûrement nécessaire, c'est sûrement utile, mais c'est pas de l'amour. Alors on va dire oui, mais on fait ça pour avoir un meilleur service client. Enfin, il n'est pas con le client, il sait que c'est pas vrai. Franchement, quand il a au téléphone un téléopérateur qui suit un script préétabli, qui standardise la relation humaine, il n'y a pas besoin d'être très futé pour comprendre que c'est pas de l'amour. Alors, forcément, nous, on ne peut pas lui dire qu'il a raison. Donc du coup, on a inventé un langage, une façon d'être hyper centré sur notre propre expertise, et un langage dont on pense que ça donne plein de valeur à notre expertise. Ce que j'appelle le corporate blabla. C'est-à-dire qu'on produit un discours qui fait sérieux, qui fait intelligent, qui donne l'impression de dire quelque chose,
mais en fait qui ne dit pas grand-chose. Si ce n'est peut-être que ça trahit notre malaise face à cette situation de paradoxe, c'est-à-dire ce décalage désagréable qu'on vit par rapport à ce qu'on aimerait produire chez notre client et en fait ce qu'on produit réellement. Alors ça marche, puisqu'on a des entreprises qui tournent. Donc on pourrait s'arrêter à ça. Moi je crois qu'il y a possibilité de faire différemment et de faire mieux. Alors pour bien comprendre comment on peut tordre le cou à cette habitude, eh bien on va partir de la réalité. Et la réalité que je vous propose, c'est un pitch que j'ai trouvé sur Internet au détour d'une navigation quelconque d'une entreprise que j'appellerais BlaBlaCorp. Donc je vais vous lire le pitch de BlaBlaCorp. Nous offrons dans le monde entier des systèmes de logistique interne sur mesure. Nos solutions font interagir de manière coordonnée et intelligente. Chariot élévateur, équipement de stockage, informatique, services et assistance technique. Nos 7 avantages sont la conception systémique, le sur-mesure, la facilité d'utilisation, la disponibilité, la préservation de l'avenir, l'engagement et le partenariat. Bienvenue chez BlaBlaCorp. Alors, c'est quoi le problème avec ça? Dans ce pitch, vous n'avez quasiment que des concepts abstraits. Et avec des concepts abstraits, vous pouvez les mettre dans un sens ou dans un autre. Vous allez donner l'impression de dire quelque chose, et en fait, vous ne dites pas grand-chose. Et on va faire le test tout de suite. J'ai pris un peu d'avance, j'ai préparé, je les ai mis sur des cartes, ces pitchs-là. Donc je les mélange. Je coupe. Alors, nous avons un sujet essentiel à aborder aujourd'hui, bien sûr, qui est la question des partenariats. Si nous voulons faire en sorte que nos partenariats interagissent avec l'ensemble des engagements que nous avons pris, nous allons devoir travailler les systèmes que nous avons mis en place et particulièrement leur conception. C'est pourquoi je vous invite, vous, services informatiques, à réfléchir à l'ensemble des solutions que vous pourriez proposer. Bien sûr, nous sommes d'accord, ce sont des solutions sur mesure. C'est pourquoi il me semble important de réfléchir en termes de logistique, sans quoi nous verrions l'ensemble de nos services perdre de leur crédibilité. Alors évidemment, ça ne veut rien dire, mais ça donne l'impression de dire quelque chose. Pour comprendre comment on peut changer ça, on va partir d'une réalité, et là, on va prendre la valeur phare d'une entreprise qui déclare clairement qu'elle veut satisfaire le client avant tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais pour moi, c'est le Graal du corporate blabla. Qu'est-ce qu'on met derrière ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour savoir, puis toutes les entreprises du monde pourraient dire la même chose, on est d'accord. Mais pour savoir ce qu'ils veulent dire, moi, je les ai appelés. C'est une entreprise qui fait de la vente en ligne, qui vend des chaussures et des vêtements. Alors, je leur ai passé un petit coup de fil et on va voir la réponse qu'ils nous apportent. Bonjour monsieur, on m'a dit que Zalando était un site internet remarquable dont la logique était de satisfaire le client avant tout. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, je vous confirme monsieur, c'est vrai. C'est vrai, très bien. Alors écoutez, dans ce cas-là, j'aimerais vous commander une pizza. Est-ce possible? Alors non, malheureusement, Zalando n'est pas revendeur de pizza monsieur. Moi, quand j'ai compris satisfaire le client avant tout, je me suis dit, bah, si je dois être satisfait avec une pizza, normalement, je devrais pouvoir trouver ça chez Zalando. Oui, mais notre site n'est pas spécialisé dans la vente de pizza, monsieur. D'accord, donc... non, mais d'accord, mais c'est simplement si je voulais vous demander, si vous pouviez me trouver une adresse d'un pizzaiolo pas très loin de chez moi, est-ce que ce serait quelque chose que vous pourriez faire? Alors non, malheureusement, on ne pourra pas faire ce genre de choses pour vous. Notre service client est destiné justement aux clients ou aux futurs clients qui souhaitent ou ont déjà passé commande sur notre site. D'accord, très bien. Eh ben, écoutez, je vous remercie. J'ai pas d'achat en cours pour l'instant, mais je trouve que votre site est très bien fait. Peut-être que ça viendra.
Je vous remercie. Bonne journée, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Très bonne soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Alors j'ai été très bien accueilli, mais est-ce que j'ai été satisfait? Alors vous allez me dire, en fait, t'es un peu couillon, tu commandes une pizza à un vendeur de godasses, tu crois pas qu'il y a un petit problème? Alors en effet, on pourrait voir les choses comme ça. Néanmoins, au-delà du gag et de l'anecdote, satisfaire le client avant tout, c'est la valeur phare d'une entreprise qui s'appelle Zappos, qui est effectivement un site de vente en ligne de chaussures et de vêtements. Et le PDG de Zappos, un jour, s'est trouvé dans cette situation d'être challengé par un de ses amis qui lui disait « Mais qu'est-ce que tu veux mettre derrière ça, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et donc, il lui a dit « Bah, écoute, ça te dit qu'on se fasse une pizza ?» Il lui a donné le numéro de téléphone du service client de Zappos. Son ami a appelé le service client. Et effectivement, ils ont été livrés en pizza aussi bien que s'ils avaient appelé n'importe quel autre service de livraison de pizza. Voilà comment Zappos, comment le PDG de Zappos a transformé un concept abstrait, du blabla, en quelque chose d'extrêmement concret, d'extrêmement perceptible. Alors pour faire ça, il a fait un truc tout bête. Il a supprimé les procédures. Chez Zappos, les téléopérateurs n'ont pas de script préécrit. Chez Zappos, les téléopérateurs ne sont pas fliqués sur le temps qu'ils passent au téléphone. La seule chose qu'ils doivent retenir, c'est satisfaire le client avant tout. Et pour la petite histoire, l'appel le plus long chez Zappos, ça a quand même duré 6 heures. Ça devait être un sacré client. Alors, cette histoire, moi, je la trouve géniale. Parce que, évidemment, elle va pouvoir circuler, elle est facile à raconter, elle est facile à répéter, elle est facile à retenir, bien plus que du corporate blabla. D'ailleurs, si je vous posais la question, qui d'entre vous peut me répéter le pitch de Blablacorp? Voilà, il y a peu de candidats, enfin, il n'y a pas de candidats. Par contre, je suis absolument certain que ce soir, que demain, peut-être à la fin de la semaine ou le mois prochain, vous pourrez raconter à nouveau cette histoire de pizza. On va prendre une toute petite minute pour s'intéresser à vous. Et je vais vous poser la question, est-ce que vous avez facilement en tête le message ou le pitch qu'il y a sur votre site internet? Vous n'êtes pas hyper nombreux, quoi. Alors, parmi ceux qui ont levé la main, qui pense que ce message, ce pitch, est facile à comprendre, à retenir et à répéter? Il y a déjà beaucoup moins de mains qui se lèvent. Moi, je crois qu'on peut faire ça dans toutes les situations. On peut utiliser ce genre d'histoire dans toutes les situations, y compris dans nos réunions, par exemple, avec nos clients. On peut très bien transformer le contenu indigeste qu'on déverse dans nos PowerPoint en message remarquable, en histoire inspirante. Et d'autant plus que pour intervenir beaucoup sur ces sujets-là, je peux vous garantir qu'il serait temps de le faire parce qu'il y a un vrai ras-le-bol de ce genre de support soporifique. Du marketing global à la relation individuelle, le corporate blabla c'est vraiment immiscé partout. Hein. Alors comment est-ce qu'on va faire pour changer ça? La première chose, c'est que c'est assez curieux, mais il faut une vraie volonté. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, il y a environ 1 an. Je travaillais avec un groupe de travail avec des dirigeants, on faisait une journée atelier. Et dans la matinée, il y en a un qui est venu me voir et qui me dit « Mais Gilles, tu te rends pas compte que pour faire ce que tu nous demandes, en fait, il faut du courage ». Alors non, je me rendais pas compte qu'effectivement, pour passer d'un discours qui veut pas dire grand-chose à une belle histoire inspirante, il fallait une forme de courage. Mais ça m'a été confirmé dans la journée parce que dans cette même journée atelier, en fin de journée, je demande aux participants qui le souhaitent de venir montrer leur production à l'ensemble du groupe qui est là. Et donc, il y a un dirigeant qui dit « moi, j'aimerais bien essayer ce que j'ai produit. Je dois faire une intervention dans 15 jours devant mes 400 collaborateurs. J'aimerais bien faire l'essai. » Alors, il vient, il fait son pitch, ça dure environ 3-4 minutes. Il met en pratique tout ce qu'on a vu dans la journée et il fait une intervention absolument géniale. Donc, en face, le groupe lui renvoie ça, lui dit « C'était super, il n'y a rien acheté. » Et le gars dit « Mais j'oserais jamais faire ça devant mes collaborateurs. » Donc, il faut une forme de courage, finalement, pour passer d'un message hyper compliqué à un message simple. La deuxième chose, c'est qu'il faut aller à la pêche aux histoires. Et pourquoi il faut aller à la pêche aux histoires? Parce qu'on a déjà un peu abordé, la notion est venue 2-3 fois là depuis le début, c'est que une histoire vraie, c'est une histoire qui est forcément incarnée par des individus, par des gens.
Et les gens, à la différence des concepts, ils véhiculent des émotions. Voilà. Et les émotions, sans faire un détour par les neurosciences, mais aujourd'hui, il y a des dizaines, des centaines d'études et de recherches qui le montrent, ce sont vraiment le moteur principal à nos prises de décision. Alors ces histoires, elles sont là, on les voit pas, souvent on ne sait pas où les chercher. On a peut-être des procédures qui les masquent ou qui les empêchent. On a peut-être aussi un management qui fait pas, qui empêche de les faire émerger. Mais elles sont là. Et j'irais pire, parfois on les a sous les yeux, on les connaît même, mais on les utilise pas. Et là, je voudrais vous parler de Jacques, avec qui j'ai travaillé il y a 6 mois, qui dirige une entreprise à Strasbourg dans la sécurité ferroviaire. Et donc, Jacques m'adresse son sujet, il me dit, moi j'aimerais, j'ai un souci, c'est que j'ai une raison d'être qui est de rendre le monde plus sûr. Et quand on écoute Jacques nous parler de sa raison d'être, c'est puissant. Le type, il a conscience que tous les matins, il se lève pour faire en sorte que le monde soit vraiment sécuritaire. Il permet à des millions de gens d'aller bosser, de rentrer chez eux en toute sécurité. Et il a vraiment la foi en ça. Simplement, il me dit, je vois bien, je mobilise quand même pas les foules avec mon truc, quoi. Alors, en travaillant un peu sur le sujet, naïvement, à un moment donné, il commence à me raconter une histoire. L'histoire de Valentin, 24 ans. Un jeune qui travaille dans son entreprise depuis 2 ans. Et il me dit, Valentin, un jour, il est arrivé sur son chantier avec de l'avance. Comme beaucoup de gens, il aurait pu faire autre chose. Lire, regarder son smartphone, jouer, attendre son heure d'embauche. Non, Valentin, quand il arrive sur son chantier, il s'installe, il branche le talkie-walkie, et là, il surprend une conversation. Et dans cette conversation, il entend qu'un train de travaux va s'engager sur une voie sur laquelle un train de passagers est déjà engagé. Il peut donc intervenir et éviter le drame qu'on imagine. Jacques me dit, je la trouve géniale cette histoire. Je dis, moi aussi je la trouve géniale cette histoire. Il me dit, je la trouve géniale parce que là j'ai un jeune chez moi qui vient pas au boulot pour remplir des horaires de travail, mais pour remplir une mission. Je dis, ouais, c'est une bonne histoire ça. T'en as fait quoi? Elle me dit, je l'ai remercié. Je dis, à minima, t'es gentil. Mais il n'en avait rien fait. Moi, je trouve que là, il a une histoire absolument fabuleuse à partager. Une histoire qui est facile à raconter, dont on se souviendra hyper longtemps. Une histoire qui véhicule des valeurs extrêmement fortes. Une histoire qui permet de rendre concret le concept de sécurité ferroviaire. Donc, je crois que c'est aussi votre rôle, manager, dirigeant, de faire émerger ces histoires-là. Parce qu'avec des petits changements, vous allez pouvoir créer des très grandes améliorations. Moi, je crois que les histoires comme celle de Jacques ou d'autres, elles recèlent un potentiel absolument magique pour montrer à nos clients que ce qu'on fait a de la valeur. Parce que, à l'inverse du corporate blabla, elle place le client au centre du projet et non la procédure. Et nos histoires, nos entreprises sont pleines d'histoires vraies, de femmes, d'hommes qui, au quotidien, par leurs actions, contribuent à changer le monde. Et ces histoires, elles sont extraordinaires. Ce sont le cœur de nos idées, le cœur de nos messages. Elles méritent d'être partagées parce que elles sont uniques. Et parce que elles placent le client au centre de nos préoccupations, je crois qu'elles sont vraiment la preuve d'amour que nos clients attendent. Merci.